Et si, et si on mourait en paix avec la vie? Un tremblement de terre, un accident de train, des scènes de guerre, des attentats, la mort est partout, diffusée en continu presque banal, impersonnelle, lointaine. Et puis parfois, elle vous touche de près. Et là, elle devient insupportable, douloureuse. Mais pourquoi? Je suis médecin réanimateur. Je m'occupe de patients dans des états graves en essayant de leur faire passer ce cap critique. La mort a toujours été associée pour moi à des histoires d'amour. Mes parents, mes maîtres, mon métier, mes patients, tout ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Alors la mort, je vais vous la raconter. C'est un peu l'histoire de ma vie. J'avais 22 ans, j'avais toujours rêvé de faire du SAMU, sauver des vies. Patrick était le patron du SAMU, il m'avait dit « Si pendant toute la durée de ton externat, tu fais une garde par semaine avec moi, je t'emmène avec moi et je te forme. » Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Un dimanche de garde, le téléphone sonne, il faut y aller, on part. On monte dans le camion, Patrick me regarde, me dit « Aujourd'hui, c'est toi qui fais tout. » Aujourd'hui, c'est toi qui fais tout. C'est l'angoisse qui vous étreint, vais-je réussir? On est dans le camion, on avance, petite maison de banlieue, monsieur bien mis, un certain âge, devant la porte, avec sa cravate, nous attend. C'est ma femme. On était en train de regarder la télévision tous les deux, et puis, elle ne bouge plus. On rentre dans la pièce, Madame Françoise est allongée sur le canapé, immobile. Elle semble paralysée, elle ne réagit plus, sa respiration est bruyante. Sa bouche déformée laisse couler sa salive. Je sais, intubation, ventilation, réanimation, c'est mon métier, je me précipite, j'attrape mon sac, je sors mon matériel, une main se pose sur mon épaule, m'immobilise, la main se fait plus lourde. Une voix me murmure à l'oreille. « Mais Igor, que vas-tu faire ?» C'est Patrick. « Mais Igor, que vas-tu faire ?» Elle a 90 ans, elle a fait un accident vasculaire cérébral, on ne peut rien faire. Elle va mourir. Viens, allons voir son mari. On a été voir son époux et Patrick lui a expliqué. Lui a expliqué que madame avait fait un accident vasculaire cérébral massif et que, s'il en était d'accord, on la laisserait à la maison. On allait appeler son médecin traitant pour qu'il vienne poursuivre la prise en charge et puis qu'il pouvait appeler ses enfants, qu'ils soient présents. Monsieur nous a offert un café, on a discuté en attendant le médecin traitant, presque amicalement, sereinement, et puis on est rentré. Madame est partie dans la nuit, entourée de sa famille. Et pourquoi? Ce jour-là, moi, médecin réanimateur, je n'ai rien fait. Mais pourquoi? Bien que fidèle à mon serment d'Hippocrate, ce jour-là, je n'ai rien fait. Médecin réanimateur, sauveur, dernier homme à décider avant Dieu, ce jour-là, je n'ai rien fait. Droit de mourir, droit d'aimer. Ce jour-là, j'ai oublié le je, j'ai appris le nous, j'ai transformé le tu es en nous sommes. Tout simplement. Et puis des années plus tard, cette fois je suis chef dans un service de réanimation. C'est l'hiver, il fait froid, un dimanche encore, toujours les dimanches. Il fait froid, le ciel est gris, il est vers 16h, le SAMU m'appelle. Pierre, 16 ans, circulait en scooter, rentré chez lui, percuté par un camion, coma d'emblée. Son cœur bat encore, il l'amène. Je le reçois, il est beau. 16 ans, dans la force de l'âge, une cicatrice sur le front, un pansement sur le front, l'âge où tu veux bouffer la vie, où tu veux tout vivre. Dans le coma, une machine pour respirer, un cœur qui bat, aucune réaction, coma profond. Je sais, c'est grave.
Je vais voir sa famille dans la salle d'attente. Quelques mots et les hurlements, la douleur qui vous emplit, dont vous ne savez pas quoi faire. Et puis son père qui s'approche de moi, qui me dit « Vous allez le sauver, docteur, vous allez le sauver !» Je les emmène voir Pierre, allongé sur son lit dans la chambre de réanimation. La machine pour respirer, qui fait lentement son bruit, son cœur qui bat, le scope qui bat, bip, bip, bip. Allez expliquer qu'on peut être mort avec le cœur qui bat. On a fait tous les examens dans l'après-midi, jusqu'au début de la nuit, et puis l'électroencéphalogramme est plat, l'artériographie cérébrale ne passe pas, le scanner montre des lésions irréversibles. Il est mort, mais son cœur bat. Mais son cœur bat. Donc peut-être, il peut aider d'autres personnes à vivre. Alors, je suis allé revoir la famille. Et là, les hurlements effroyables, et puis la sidération, le silence. Et là, tu dois reprendre ton calme, continuer, expliquer. Alors, je leur ai expliqué que, mineur, il fallait l'autorisation des parents, mais que, s'ils en étaient d'accord, ils pouvaient donner ses organes et peut-être sauver d'autres vies. La maman me regarde le papa, me regarde de nouveau. C'est non, docteur. Puis se lève, mais vous nous mentez, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, son cœur battait, il respirait, son cœur battait, on veut le voir tout de suite. Alors, je suis retourné dans la chambre, Patrick était allongé sur le lit, j'ai débranché les machines. Et comme son cœur battait encore, je savais qu'il ne comprendrait pas. J'ai pris une seringue, j'ai mis ce qu'il fallait, et j'ai injecté. Et son cœur s'est arrêté de battre. Et j'ai fait entrer la famille. Et j'ai injecté. Mais pourquoi ? Je suis rentré dans mon bureau, il était 3 heures du matin. J'appelle mon patron. Chef, j'ai tué quelqu'un, chef, j'ai tué quelqu'un. Le silence, au bout de la ligne, puis le calme. Vas-y, raconte ton histoire. Non, il était mort. Le diagnostic était certain, tu n'as tué personne. Il était mort, le diagnostic de mort cérébrale était certain. Par contre, le geste, oui, le geste. Tu vas devoir vivre avec. Ce geste-là, tu vas le payer. Tu vas vivre avec toute ta vie. Mais il était mort, tu n'as rien fait. Tu aurais pu laisser le temps au temps, partager, expliquer. Peut-être qu'avec le temps, la famille aurait pu partager aussi sa douleur et puis peut-être, au final, accepter. Ce jour-là, j'ai oublié le nous, j'ai gardé le je, j'ai changé le droit de mourir en droit de tuer. Des années plus tard, cette fois avec l'expérience du métier, on a l'impression qu'on commence à devenir un peu fier de soi. Pas fier de cette fierté qui vous permet de vous exiler, mais simplement fier de sentir qu'on s'apaise, que la réussite intérieure qui justifie tout ce qu'on a fait. Tous ces mois, toutes ces années de travail, le sentiment d'arriver enfin à faire quelque chose. Gérard a 50 ans. Gérard est hospitalisé dans le service, ça fait 3 mois à peu près qu'avec sa femme, ils vont de médecin en médecin, d'hôpital en hôpital. On lui a trouvé une masse dans le ventre, dans le poumon, et il devait être opéré pour faire un diagnostic de cette masse et proposer un traitement. Et puis le jour de l'intervention, son cœur s'est emballé et il n'a pas pu être opéré. Il est dans le service pour ça. Ça fait 10 jours à peu près qu'il est dans le service. Son cœur s'est stabilisé, les choses vont plutôt bien.
on va pouvoir essayer d'avancer sur le diagnostic. Cette nuit, Gérard a saigné. Saignement isolé. Le matin, je fais un scanner en urgence pour essayer de comprendre. Et on découvre une extension volumineuse de cette masse qui lui prend tout le ventre, inopérable, selon les chirurgiens. Peut-être une fibroscopie pourrait permettre de faire le diagnostic ou d'avancer ou de proposer peut-être un traitement. La nuit suivante est pire. Gérard a saigné, on l'a transfusé. Il est stable au matin, apaisé, les choses sont stabilisées. Il est 5 heures du matin, j'appelle son épouse. Elle me dit, docteur, ne faites rien. Attendez-moi. Elle arrive. Dites-moi, docteur, mon mari traîne depuis 3 mois avec une maladie dont on n'a pas le diagnostic. Il traîne maintenant depuis 1 mois avec des essais de diagnostic qui n'avancent à rien et on lui a trouvé une masse dans le ventre, une masse dans le poumon, le tout inopérable. Et vous voulez le transférer, l'envoyer demain, faire une fibroscopie pour... Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose ? Alors on a été voir Gérard. Gérard était dans sa chambre, il tenait la main de son épouse. Il savait déjà. Ils ont pris la décision de ne rien faire. Gérard restait dans le service et puis on allait lui apporter du confort pour que tout ça se passe le mieux possible. Mais Gérard me dit, j'aimerais bien que vous en parliez à mes enfants. Alors je suis allé voir ses enfants avec son épouse. Et le même hurlement, la même douleur qui vous marque à jamais, puis la sidération. Et puis, mais docteur, ça va durer combien de temps ? Et la réponse est un peu de temps. Le plus souvent dans mon expérience, quand les gens sentent que c'est le moment, quand ils ont exprimé tout ce qu'ils ont à exprimer, ils s'en vont. Alors le service était ouvert 24 heures sur 24. La famille de Gérard pouvait dormir là et chaque jour, quand on faisait la visite avec Gérard, on discutait, on augmentait un petit peu la sédation pour qu'il ne souffre plus. Son frère est venu un jeudi. De l'étranger, il n'avait pas réussi à venir, il est venu jeudi. Il a vu Gérard et Gérard nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi. Sa femme nous appelait quelques semaines plus tard pour nous remercier. Aimer, partager, accompagner, les mots aujourd'hui prennent tout leur sens. Droit de mourir, droit d'aimer, droit d'accompagner à mourir, pas de tuer. Médecin réanimateur, passeur. Imaginez que pour Gérard, j'ai utilisé la seringue. Imaginez que pour Pierre, je n'ai pas utilisé la seringue. Imaginez que pour Françoise, j'ai utilisé la seringue. Je sais aujourd'hui qu'on peut vivre en paix avec la mort ou mourir en paix avec la vie. Alors, si je devais mourir demain, je sais que nous pourrions tous être d'accord pour qu'on me traite avec dignité, qu'on me traite avec humanité et qu'on partage la vérité. C'est par ce partage que le je devient nous, que le tuer devient nous sommes. Et c'est ce nous qui nous nourrit. Et si pour nous nourrir, on remplace la lettre N par la lettre M, alors le droit à mourir devient amour et rire. Je vous remercie.